Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle des entreprises et notamment des entreprises familiales. On va le découvrir à travers une étude plus résiliente face aux crises, plus résiliente face à la crise Covid. On va en parler avec Philippe Grodner, il est le président de FBN France, il est notre invité. Le livre de Smart Job, le super pouvoir de la confiance. Oui, il faut avoir confiance pour réussir ce qu'on entreprend. La clé du vivre ensemble en entreprise, sorti chez Marc Daga, et on aura l'un de ses deux co-auteurs, Jackie Glatre. Il sera notre invité dans le livre de Smart Job. Le cercle RH, le cercle des experts. Évidemment, en point de mire, la réforme des retraites, un mouvement social, un débat à l'Assemblée, tout ça. Pour ça, on y reviendra dans quelques instants. Puis on parlera aussi de ces chiffres qu'observent de près les syndicats, la désyndicalisation, notamment dans le secteur privé. Voilà les thèmes. Et puis on terminera notre émission dans Fenêtre sur l'emploi avec Que veulent les salariés, d'ailleurs qui fait écho au débat sur la réforme des retraites avec des chiffres passionnants réalisés par Robert Alf. Alban Prieto, sa directrice, sera notre invitée. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est peut-être l'heure de faire le bilan, de savoir comment on réagit, comment on résistait les entreprises françaises. Et on va s'intéresser aujourd'hui aux entreprises familiales. Philippe Grodner, merci de nous rendre visite. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, oui. Président de FBN France, Family Business Network. Exact. Quelques chiffres, 17 000 membres, créés en 89, 65 pays, vous êtes présent dans 165 pays. Tout à fait. Et vous accompagnez donc des entreprises familiales, qu'ils soient des grandes entreprises ou des ETI. Et vous avez sous votre bras cette étude réalisée avec le METI et Adrienne Stratégie. Oui. Il ressort quand même un élément assez fort, c'est que les entreprises familiales, face aux crises en tout cas, ont mieux résisté. Comment vous l'expliquez ? Alors, on avait cette intuition et on voulait l'illustrer par une étude. Donc, c'est Adrienne Stratégie qui l'a effectuée, que la longévité des entreprises familiales était plus forte que la moyenne des entreprises en France. Une entreprise en France a une durée de vie moyenne de 20 ans. Les entreprises familiales ont 2 à 3 fois plus de durée de vie et les membres du FBN ont une moyenne de durée de vie de 80 ans. Alors à quoi ça tient ? À beaucoup de facteurs. Le premier, c'est souvent la stabilité du capital. On voit dans notre époque beaucoup d'entreprises qui changent de main. Ça veut dire qu'elles perdent leur âme, elles perdent un peu de leur valeur, même parfois beaucoup. La stabilité du capital et la cohésion de l'actionnariat, c'est déjà un premier élément. Après, il y en a beaucoup d'autres, notamment les familles entrepreneuriales sont souvent porteuses de valeurs et que ces valeurs-là, elles transpirent dans la gestion de l'entreprise. Et elles se transmettent par ailleurs, on va y revenir. Elles se transmettent, on pourra y revenir. Et tout ça facilite leur résilience. 83% des entreprises familiales, il faut rappeler ce chiffre, sont des entreprises en France familiales. Absolument. Et on y inclut les TPE. Là-dedans, il y a les grandes et les petites. Et les toutes petites entreprises. 145 000 PME, ETI et grandes entreprises. Oui. Ça représente un chiffre important. Il y a un vrai sujet dans votre étude. Alors évidemment, elles ont mieux résisté que les autres. Le capital est plus solide, les valeurs se transmettent mieux. Voilà. Et puis j'ai lu aussi que les patrons d'entreprises familiales, à une époque, ils étaient plutôt ouverts à l'idée de pouvoir transmettre le capital à d'autres. J'ai vu que le chiffre avait progressé sur l'idée de transmettre, mais au sein de la famille. Je trouve que c'est un signe intéressant. Tout à fait. Au FBN, on travaille beaucoup sur ce sujet-là parce que transmettre au sein de la famille... Alors, dans la transmission, il y a 2 aspects sur lesquels je voudrais insister. Il y a la transmission de l'actionnariat et la transmission du pouvoir. Absolument. Dans l'entreprise. Il faut faire la distinction. Déjà, on aide beaucoup les entrepreneurs familiaux au FBN à faire cette distinction-là. Parfois, il est préférable pour la partie opérationnelle de l'entreprise de choisir un dirigeant extérieur à la famille si la famille a cette lucidité de se rendre compte qu'il n'y a pas au sein de la famille... C'est souvent un très bon choix d'ailleurs, stratégique. Voilà. Ça peut être un choix stratégique. Par contre, garder la possession du capital est essentielle justement pour la transmission des valeurs et pour travailler sur cette vision à long terme qui fait la force des entreprises familiales. Il y a quand même une prise de conscience des entreprises familiales, qu'elles soient ETI ou grandes entreprises, parce qu'on parle de Longchamp, de Bonduelle, il y a plein d'autres marques évidemment qui
Ils ont évolué sur l'idée qu'il fallait quand même garder le capital, hein, je reste sur le capital, oui, au sein de la famille. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu des expériences, elles ont écouté leurs collègues qui leur ont expliqué qu'un fonds d'investissement, ça déstructurait une entreprise. Sans pointer du doigt les fonds d'investissement. Voilà, c'est ça. Il y en a, les fonds d'investissement, restons prudents. Il y en a de toutes sortes. Il ne faut pas faire trop d'amalgame. Mais en même temps, c'est ça. Oui, tout à fait, Arnaud. Le sujet, c'est que les familles ont pris conscience que garder le capital au sein de la famille, c'est une façon de maintenir non seulement la cohésion de la famille, mais aussi une certaine forme de cohésion sociale. Parce que l'entreprise familiale, elle a un rôle dans les régions sur lequel je voudrais insister. C'est vrai. Quand vous avez un ancrage régional avec une famille propriétaire d'une entreprise, avec des salariés dont forcément les dirigeants sont proches parce qu'ils sont tous de la même région. Et une histoire. Et une histoire derrière. C'est vrai. C'est pas pareil que si la même entreprise va être vendue à un fonds, pour reprendre votre exemple, basé à Singapour ou à Chicago. Et qui n'aura aucune stratégie territoriale. Que les 50 ou 30 ou peu importe, ou 300 salariés de l'entreprise, collaborateurs, auront pas forcément le même destin, malheureusement, ou la même vision de leur actionnaire sur leur statut que si la famille reste actionnaire. Donc il y a aussi cette prise de conscience du rôle sociétal, je dirais, et social des entreprises familiales. Terminons, Philippe Grodner, sur justement, c'est vous qui ouvrez la porte sur les enjeux sociétaux. Oui. Il y a aussi dans ces entreprises peut-être une longueur d'avance sur les sujets RSE. Est-ce que vous le confirmez? C'est ce que l'étude fait ressortir. Oui, absolument. Le FBN avait déjà beaucoup travaillé sur ces sujets RSE de transition écologique, et je dirais que les entreprises familiales l'ont dans leur gène, parce que de toute façon, cet ancrage territorial qu'on vient d'évoquer faisait qu'elles portaient des valeurs au niveau de la région qui étaient déjà quelque part, sans le savoir peut-être, dans la défense de l'environnement. Aujourd'hui, on a au sein de notre association beaucoup de membres qui ont entamé des travaux extraordinaires au niveau de la transition écologique, sans pour autant en faire une publicité gigantesque. Mais c'est un travail sincère et c'est un travail de long terme. Bilan carbone, bien avant etc. que des lois arrivent, ces entreprises avaient déjà, d'une manière... Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai la conviction que les entreprises feront beaucoup plus que l'État dans cet énorme défi qu'est la transition écologique, et notamment les entreprises familiales. Et elles n'ont pas le choix. Elles doivent anticiper si elles veulent... Elles n'ont pas le choix, le consommateur évolue, la perception de la société évolue, et nous, au FBN, nous les aidons dans cette transition pour avancer dans ce sens. Family Business Network, 17 000 membres, une structure ancienne, je ne sais pas si elle est familiale d'ailleurs, mais elle a été créée en 89. Oui, non, elle n'est pas familiale, ce sont... On pense des Scandinaves qui ont eu l'idée de créer cette structure et puis qui l'ont étendue petit à petit dans le monde entier. Merci Philippe Grodner. Voilà. À découvrir cette étude. Le METI, évidemment le FBN et puis la structure Adrienne Stratégie. C'est une étude à découvrir et à expertiser. Absolument. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous en prie. Le livre de Smart Job, c'est important. Tiens, les chefs d'entreprise dont on vient de parler, d'entreprise familiale, ils en ont besoin de la confiance. Justement, un livre les accompagne pour les aider justement à retrouver la confiance. C'est le livre de Smart Job et on accueille l'un des co-auteurs de ce livre. Le livre de Smart Job, son titre, le super pouvoir de la confiance, la clé du vivre ensemble en entreprise, édition Mardaga. Vous découvrez la couverture, écrite par Éric Beck et Jackie Glatre, deux co-auteurs qui ont un parcours assez intéressant d'ailleurs pour nous accompagner sur le chemin de la confiance. Nous sommes avec Jackie Glatre. Bonjour Jackie. Bonjour. Ravi de vous accueillir. L'un des co-auteurs de ce livre passionnant. D'abord, un petit mot sur vos parcours, parce qu'on n'écrit pas un livre comme cela si on n'a pas, de part et d'autre, et c'est votre cas, une longue expérience de la vie en entreprise. Et on a le sentiment que, à l'issue de ce parcours intéressant, vous avez ensuite, vous avez créé en 85 une entreprise Tandem, et qu'on a le sentiment que vous avez envie un peu de déconstruire tout ce qui vous a choqué, surpris en entreprise, parfois heurté. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans ce livre? Un livre de déconstruction, où on réapprend à marcher autrement? Vous avez tout à fait raison, parce qu'il était inutile de continuer à faire un peu plus de ce qui ne marche pas. Or, très très souvent, c'est ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, il importe de changer nos logiciels, telle façon à avoir les résultats que l'on escompte et avoir la plus-value attendue dans le monde de l'entreprise.
Un mot sur la confiance, puis on reviendra peut-être sans spoiler, comme on dit, les éléments clés de votre livre, mais c'est quoi pour vous la confiance? Parce que j'ai noté une petite phrase que je trouve très belle et je voudrais la soumettre à nos téléspectateurs, page 18, la confiance de base ou la sécurité intérieure. Et c'est Victor Hugo qui démarre ce chapitre. Il dit, Victor Hugo, c'est une chose étrange à quel point la sécurité de la conscience donne la sécurité du reste. Je trouve cette phrase assez incroyable. Mais vous savez, la confiance en soi, qui est le socle de notre réussite pour chacun d'entre nous, nécessite effectivement et permet l'expression de notre potentiel, de nos compétences. On le voit bien dans le sport de haut niveau. Vous pouvez être un champion et au moment où la personne perd sa confiance en soi, elle se délite et n'exprime pas son potentiel, ses compétences. Donc cette sécurité intérieure, elle est déterminante pour s'exprimer, que ce soit individuellement ou collectivement. Jackie, comment on fait concrètement en entreprise? On a vu la théorie, on a compris l'importance d'avoir confiance pour être performant. Concrètement, comment on fait dans une entreprise où il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui sont parfois dissimulées, parfois des malentendus? Comment on fait concrètement? C'est la notion de partage, la notion d'authenticité, la notion d'ouverture, la notion de tolérance, à travers autant de pratiques qui renvoient à ces mots-clés. Rentrons dans la pratique, c'est quoi? C'est un travail, et vous le dites dans votre livre. Ce livre n'est pas une baguette magique, on est d'accord. C'est un livre qui ouvre une porte. Et ensuite, c'est quoi le chemin? C'est un travail du quotidien, c'est de la méditation, c'est une réflexion un peu plus sereine. Comment on fait au quotidien? Effectivement, il ne suffira pas de lire ce livre. C'est de la pratique, pratique et encore pratique. C'est une remise en cause quotidienne pour chacun d'entre nous. Et on le voit bien, par exemple, aujourd'hui, le monde a complètement basculé, ce qui se traduit par l'avènement des générations millennials, qui sont passées de la notion de propriété à celle d'usage, de la valeur d'échange à celle de partage. Et pour eux, la démocratie représentative que l'on voit dans les entreprises, qui est plutôt verticale, doit faire place à une démocratie distribuée horizontale. Donc, il importe qu'on aille dans la co-construction, la co-conception. Et là, il y a une remise en cause des logiciels, effectivement, des générations de dirigeants actuels pour intégrer ces jeunes par rapport, effectivement, à toutes les démissions que l'on peut voir. Mais dans ce livre, il y a à la fois, c'est une forme d'ascèse, c'est-à-dire une transformation de l'intérieur de soi-même au quotidien. Mais en fait, j'ai le sentiment aussi, quand on lit votre livre, que vous vous adressez effectivement, et vous le dites, aux décideurs, aux managers. Ils doivent changer de logiciel, ils doivent être, vous le dites, plus horizontal que vertical. Tout à fait. Et vous savez, c'est le principe de la théorie systémique. Quand je n'ai pas la réponse souhaitée au niveau de mes équipes, j'ai contribué effectivement à cette difficulté. La première question que le dirigeant gagnerait à faire, en quoi j'ai contribué à cette situation? Qu'est-ce que je peux faire évoluer? Plutôt que de toujours vilipender l'autre. Donc je le redis, c'est une ascèse votre livre. Hein. J'imagine que c'est aussi le fruit à la fois de votre co-auteur, mais de vous qui avez travaillé dans les RH et qui avez peut-être eu à subir ce type de situation, c'est-à-dire une forme de verticalité qui est finalement de plus en plus difficile à vivre pour les salariés. C'est vrai. Et donc, je pense que c'est un travail des dirigeants, bien sûr, mais aussi des salariés, parce que c'est un tout indissociable et qui suppose effectivement l'utilisation de deux outils qui sont incontournables pour bâtir la confiance, que sont l'empathie ou encore l'écoute active et l'adaptabilité qui va conduire à une certaine tolérance. Je peux m'autoriser, Jackie, à rajouter un mot, et la reconnaissance aussi, parce qu'on peut avoir confiance en soi, mais il faut aussi recevoir de l'autre une forme de reconnaissance, non? Tout à fait. D'ailleurs, on l'évoque dans les outils que l'on propose pour développer la confiance en soi. Je ne connais pas une personne qui n'aime pas s'entendre dire qu'elle a fait du bon travail, et qui est une clé pour développer la confiance en soi et donc l'expression de nos potentiels. Tout à fait.
Merci Jackie Glatre d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous l'avez coécrit avec Eric Beck, qui lui-même est le gérant de Tandem, est un formateur coach. C'est un livre extrêmement intéressant, très érudit. Lisez ce livre, que vous soyez salarié, manager, décideur. C'est l'occasion aussi de commencer à marcher sur le chemin de la confiance, parce qu'on l'aura entendu, c'est une porte, ce livre qui s'ouvre sur le chemin de la confiance. Merci à vous Jackie Glatre, édition Mardaga. Ce livre à consommer sans modération. On fait une courte pause. Et c'est le cercle RH, le cercle des experts, évidemment. Vous l'aurez deviné, c'est la réforme des retraites en point de mire. On va parler de la désyndicalisation, puis on va s'intéresser aussi aux désirs des salariés. Que veulent-ils, notamment cette jeune génération? On fait le point avec les experts qui me rejoignent juste après la pause. Le cercle RH, le cercle des experts, pour balayer l'actualité. Évidemment, la réforme des retraites, avec un débat à l'Assemblée très houleux, très bordélique, je mets des guillemets, et puis des manifestations, donc un mouvement social calme, mais qui mobilise toujours, avec une légère baisse lors de la dernière manifestation, et puis samedi, un nouveau round, cette fois-ci pour permettre aux salariés qui travaillent de pouvoir redescendre dans la rue pour dire non à la réforme. On parlera de la désyndicalisation, qui vient faire écho d'ailleurs à tout cela, et puis on s'intéressera aux priorités et aux attentes des salariés. Études LinkedIn. Mes invités sont avec moi. Alban Saint-Joigny, je vous présente en premier, parce que vous rentrez dans le cercle fermé des experts, consultant Backbone Consulting, et vous avez quelques chiffres à travers vous. Ça sera l'opinion qui s'exprimera sur ce regard sur le mouvement social, sur ces manifestations. Merci d'être là. Jean-Claude Beaujour, ravi de vous accueillir. Vous êtes avocat international en droit des affaires, spécialiste des États-Unis notamment, puis vous observez évidemment ce mouvement social et les débats à l'Assemblée nationale. Et puis Pierre Guillet est avec nous. Bonjour Pierre, PDG d'Ezion. Vous étiez venu nous parler de cette entreprise et président des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, que vous présidez depuis quelques mois maintenant. Commençons par les retraites. Est-ce que quelqu'un sur ce plateau, alors peut-être commencer par vous, ça va peut-être nous donner un cadre, est-ce que les choses sont aussi claires qu'il y a encore 15 jours où il y avait une opinion très nettement opposée à la réforme? Est-ce qu'on a une petite décrue ou est-ce que l'opinion est toujours derrière le mouvement social, compte tenu que le débat maintenant a aussi basculé à l'Assemblée nationale? Oui, alors tout à fait. C'est vrai qu'il y a une baisse apparente hier de la mobilisation, mais qui en réalité ne se retraduit pas du tout dans l'opinion, puisque la mobilisation est toujours aussi dense et toujours aussi intense. Il y a des oppositions marquées qui continuent de faire vivre le débat. Les Français sont majoritairement contre cette réforme, plus de 72%. 6 Français sur 10 se sentent concernés. Et ce qui est aussi un peu paradoxal. Je veux dire logique. C'est un peu logique et c'est à la fois aussi un moment assez paradoxal pour ce mouvement de mobilisation contre les retraites, puisqu'on est dans à la fois une résignation et une non-résignation. Non-résignation car aujourd'hui on continue d'aller dans la rue. La mobilisation de samedi, paraît-il, sera plus intense que celle. En tout cas, c'est un appel des syndicats à le faire. Résignation, une grande majorité de Français aussi pensent que le gouvernement va aller jusqu'au bout de cette réforme sans prendre en considération les manifestations qui ont lieu dans la rue. On a reçu 2 auteurs qui représentaient un livre, qui venaient présenter un livre sur ce plateau. Le titre, c'était, je m'en souviens très bien, « Dialogue social, dialogue de sourds ». J'ai le sentiment que ce titre n'a jamais aussi bien collé à la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire des gens qui marchent pour dire non et un gouvernement qui, globalement, cas à cas, poursuit sa route sans trop transformer le système. On peut tenir comme ça peut tenir, Jean-Claude Beaujour, Pierre Guillet? Peut-être que sur le court terme, on peut tenir. Sur le long terme ou le moyen-long terme, ça devient plus compliqué. Pourquoi? Vous avez dit, finalement, les gens réclament, mais en même temps, on est un peu résigné. Je pense que l'utilité de la réforme est perçue, sauf que le vrai sujet, me semble-t-il, chez beaucoup, c'est le rapport au travail. Nous sommes d'accord. Et je vois cela, y compris chez nos clients, parfois cadres dirigeants, souvent chez cadres dirigeants, pour vous dire que même à ce niveau-là, c'est pour ça que je ça qui est intéressant. Il n'y a pas que, mais même à ce niveau-là, il y a une véritable souffrance au travail. Il y a un rapport au travail qui est compliqué, une perception qui est compliquée, une fatigue. Donc envie de poser les gants plus tôt, quoi. Donc, soit envie. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de gens consultent notre département en droit social pour nous dire, je vais prendre ma retraite, comment est-ce que je peux recommencer à travailler?
C'est intéressant. Autrement. C'est ça. Donc on voit bien qu'il y a c'est un mouvement sociétal sur lequel il faut qu'on réfléchisse et je comprends que les choses sont ce qu'elles sont et c'est peut-être ce que disent finalement cette grève mi-teintée. Un dernier point, souvenez-vous que c'est ici que j'ai eu l'occasion de dire que je m'érige contre le mot les seniors. Ça n'a pas de sens. Et j'ai redit encore sur un tweet au Premier ministre, arrêtez de dire les seniors c'est indicatif de vieux, c'est indicatif de mise à la retraite. Vous ne pouvez pas dire... Il y a quelques seniors sur le plateau, si on suit les chiffres de l'INSEE. Mais justement, enfin, à part, justement moi j'ai parlé, Alban. je propose qu'on utilise le mot professionnel expérimenté. C'est pas simplement pour faire bien, mais c'est pour pouvoir envoyer un véritable message pour dire ce ne sont pas des gens qu'on met au rebut, mais ce sont des gens qui ont une expertise qu'on va utiliser différemment. Pierre Guillet, quand même, une question qui concerne votre organisation, votre association. Quelle est la ligne que vous portez, mais qu'est-ce que vous disent tous les membres qui sont des chefs d'entreprise? Ils vous disent le gouvernement doit tenir bon, ou vous-même vous êtes gagné par une sorte d'inquiétude en vous disant mais tout ça, on libère sa retraite à 63 ans et demi, bon là on se bat pour 64, autant de bruit pour arriver à cela? Alors nous on ne s'attache pas en fait aux mesures qui sont proposées par... Mais à la philosophie. Parti, mais plutôt à la philosophie. En fait, pour les EDC, les retraites, c'est un bien commun. Surtout en France, où c'est une retraite collective, où on construit la retraite pour les autres, pas pour soi. Et là, on voit et on observe une absence de dialogue. Pourquoi ? Simplement parce que les gens défendent leur position, leur intérêt personnel. Ils sont campés sur leur devenir, alors que le système est un système collectif, où on travaille pour l'ensemble. Donc ils manifesteraient s'ils avaient conscience de ce que vous dites pour leurs enfants et petits-enfants, en fait. C'est ça la question, et pas pour leur propre retraite. Exactement. Donc nous, ce qui nous... moi personnellement, ce qui me sidère dans cette situation, c'est l'absence totale de dialogue. On est d'accord. Alors qu'en fait, on est face à des entités dont l'essence même est le dialogue. L'essence même. L'Assemblée nationale, c'est un espace de dialogue. Le syndicat professionnel est un artisan du dialogue. Donc là, on est dans un système qui de toute façon, quelles que soient les situations, ne va pas aboutir parce que les gens sont campés sur leur position. Et ça, c'est pas constructif. Juste un mot, Pierre, sur le rapport au travail. Parce qu'on nous dit, bon, cette réforme, de toute façon, dans 3 ans, on y revient, parce que globalement, il faudra refaire. Il faut faire une réforme plus systémique et pas une réforme uniquement sur l'âge de départ. Le rapport au travail, parce qu'on entend quand même des cadres dirigeants qui aiment faire ce qu'ils font, mais pas dans le contexte où ils le font, sans pression, sans l'espèce de verticalité hiérarchique. C'est ça les questions posées aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde n'est pas en train de faire sa révolution du travail ? Si, bien sûr. Et je pense que là, on a pas mal d'outils pour revoir en fait les questions du travail, notamment... Pas abordé dans la réforme, on est d'accord. Pas abordé dans la réforme, okay. mais c'est sous-jacent et ça va être un lien peut-être avec les discussions qu'on va avoir sur les autres sujets. Aujourd'hui, je pense que la loi Pacte qui a instauré cette idée de réflexion sur la raison d'être des entreprises. Ça, c'est un vrai sujet d'attractivité de l'entreprise. Que vous portez d'ailleurs. Du travail. On porte. Qui est un sujet pour vous important. Auquel on a contribué. L'attractivité du travail, c'est la question essentielle. Bien sûr. Mais l'attractivité pour les jeunes, pour les personnes expérimentées, et aussi pour les personnes fragiles. On ne parle pas. Mais aujourd'hui, c'est pour l'ensemble de la communauté. Il faut, et ça peut régler le problème des retraites dont on parle aujourd'hui, il faut plus d'actifs en France. On est d'accord. Et plus de professionnels qualifiés. Je ne mets pas senior. Juste un mot, Alban, pour donner la parole à Jean-Claude. Qu'est-ce que disent à travers les études d'opinion, le travail que vous faites, est-ce que vous sentez, au-delà de la revendication très catégorielle contre la réforme, est-ce qu'en dessous, il y a aussi cette espèce de souffrance dans le rapport au travail, dans la manière dont on l'exerce et la façon dont on rêverait de l'exercer ? Alors oui, effectivement, il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est la mobilisation des jeunes. Les jeunes sont très actifs et se sentent très concernés par cette réforme de retraite. C'était très critiqué sur les réseaux sociaux. Des jeunes de 18 ans qui parlaient déjà de leur retraite alors qu'ils n'avaient pas commencé à bosser. Ce qui semble presque anachronique, si on peut le dire. On n'a jamais vu autant de jeunes se poser la question de ce qu'ils vont être dans 50 ans. Alors après, ça se lie évidemment avec les sujets que nous allons aborder après, le nouveau rapport au travail et les ambiguïtés de ce rapport au travail de cette génération Z qui arrive, cette 18-24 ans. Et on le sait, le salaire est important, mais c'est le sens aussi qui prime, et cela rejoint
exactement ce que vous étiez en train de dire sur les entreprises à mission et le développement en France de sociétés, qui est également un sujet qu'on suit énormément. Dernier mot sur les retraites, parce qu'on va parler de la désyndicalisation, et qui est en fait assez intimement liée à ce qu'on se raconte, c'est-à-dire les structures officielles ou institutionnelles. Les salariés, les Français leur tournent de plus en plus le dos, et pas qu'aux syndicats d'ailleurs. Vous vouliez rajouter un élément par rapport sur le rapport au travail, je pense qu'à titre de comparaison, on voit aussi ce phénomène ailleurs. Bien sûr, je citerai les États-Unis, où depuis la Covid, les gens se posent un certain nombre de questions et disent « je n'ai plus envie de travailler dans les mêmes conditions ». Alors, il y a eu la grande démission. À la grande différence, aux États-Unis, ils sont obligés, il faut remplir le... Il n'y a pas comme chez nous le modèle social et pas du tout le même. Donc les gens travaillent. Mais en se disant, je veux vivre autrement, il y a un vent de nouveautés, et notamment porté par les jeunes générations. On n'a jamais autant, c'est très anecdotique, mais on n'a jamais autant, moi je l'ai vu au cours de ces derniers mois, être refusé dans des restaurants avec le restaurateur m'expliquant, je n'ai pas assez, aux États-Unis, m'expliquant, je n'ai pas assez. Bon, je l'ai entendu en France aussi. Non, mais c'est quelque chose d'inouï aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, en général, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est de dire, je suis désolé, je ne peux pas vous prendre parce que je n'ai pas le personnel. Donc là, c'est plutôt le modèle français qui est en train doucement de faire tache d'huile aux États-Unis, parce que d'habitude, c'est les États-Unis qui nous offrent leur modèle. Le nombre de salariés syndiqués a nettement baissé. C'est très intéressant, publié par le ministère du Travail, donc c'est une étude sérieuse et neutre. Taux global de syndicalisation public-privé confondu passe de 11 à 10,3, c'est pas rien, de 2013 à 2019, et il est tombé sous les 8% dans le privé. Je me tourne vers vous. Il y a dialogue social, dialogue de sourds. Je mouline un peu la même idée, mais c'est toujours la même chose. Il y a à la fois un double discours sur les syndicats. Il y a à la fois le côté ils nous agacent, la CGT, puis en même temps, dans l'entreprise, quand on dirige une entreprise, on s'aperçoit que le dialogue social est vital et essentiel. C'est complexe, ce sujet. Les syndicats, le syndicalisme est essentiel pour assurer un dialogue. Par contre, les syndicats, en tant que tels, sont peut-être eux aussi concernés par la question de la raison d'être de leur propre entité. Et ils devraient se la poser. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on observe les chiffres que vous évoquez sur notamment le privé, on se rend compte qu'il y a une forte baisse dans le privé. C'est clair. Sans vouloir être provocateur, je dirais que c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Et j'ai bien dit en préambule que moi, j'étais plutôt pour défendre le développement du syndicalisme. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les entreprises privées, il y a du dialogue. Il y a du dialogue entre les salariés et les employeurs. On n'est plus au 19e siècle, et le dirigeant, il est proche de ses collaborateurs. Vous dites salarié à dessein, Pierre Guillet, parce que vous auriez pu dire il y a un dialogue entre le délégué du personnel et la direction. Vous dites salarié. C'est un dialogue direct. Un dialogue direct. D'accord, non, mais c'est ça que je... Il y a très peu de représentation syndicale dans les PME, et il y a des dialogues directs. Et je pense qu'aujourd'hui, les salariés vont se syndiquer quand, justement, il n'y a plus de dialogue. C'est ça. Donc quand l'entreprise a un projet clair et embarque ses collaborateurs, eh bien le dialogue est là. Je donne la parole à Jean-Claude, mais juste l'éclairage opinion. Là, on voit quand même, juste pour faire un éclairage pour nos téléspectateurs, unité syndicale, il faut quand même signaler que c'est très très rare, que la CFDT, la CGT, FO et les autres parlent d'une seule voix et se mettent d'accord à des dates précises et que tout le monde soit derrière la banderole. Il faut le signaler. Sur cette question de la désyndicalisation, est-ce que l'opinion sur ce sujet réagit ? Parce qu'on a vu des mouvements SNCF indépendants des syndicats, on a vu des mouvements policiers, souvenez-vous, avec des menottes posées sans passer par les syndicats officiels. C'est un phénomène, ça aussi, c'est une lame de fond, là ? Alors c'est une baisse en trompe-l'œil, en réalité, puisqu'on assiste en réalité depuis un mois à une resyndicalisation. Le chiffre 2019. 2013-2019. Mais les syndicats sont dans un moment très fort pour eux. On n'a jamais autant vu Laurent Berger de la CFDT et Philippe Martinez de la CGT. C'est vrai. On compte en janvier plus de 10 000 nouvelles adhésions à la CFDT. Il y a la pétition en ligne sur change.org contre la réforme des retraites qui a déjà récolté plus d'1 million de signataires. Exact. Donc, CFDT qui avait perdu des plumes. Cette désyndicalisation qui intervient aussi à un moment donné où il y a une hausse de la précarité sur ces dernières années. Jean-Claude Beaujour, je m'autorise des manifestations sans violence. Des salariés qui manifestent dans le calme, des revendications à la télévision, parce que c'est la voix médiatique, qui sont posées avec beaucoup de sérénité, que ce soit de la CGT, de la CFDT et des autres, de la CFE-CGC et de FO.
eux aussi sont aussi un petit peu en train de faire leur révolution, de se dire on a aussi un coup à jouer et que c'est aussi notre pérennité qui est en jeu dans cette affaire. Alors, deux observations. La première, parce que la désyndicalisation, la sursyndicalisation... En trompe-l'œil, entend-on. En trompe-l'œil est importante. Effectivement, il y a une forte syndicalisation lorsqu'il y a des conflits, et puis c'est naturel, parce qu'on a besoin de s'associer à un mouvement, à une technicité, à un porte-drapeau. J'ajoute que ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'aussi le profil du patron a changé. Avant, le patron, c'était essentiellement un financier. Aujourd'hui, parfois, on a même des patrons qui sont des anciens DRH, donc le financier n'occupe pas tout. Il y a tous ces sujets d'RSE qui font que l'entreprise, le patron, les équipes sont plus sensibles au dialogue, et donc ça peut expliquer la moindre syndicalisation en trompe-l'œil, comme vous l'avez remarqué. L'enjeu, c'est le bras de fer entre l'État, le gouvernement et les syndicats, parce que l'entreprise, elle est un peu décentrée, finalement. Et sur votre deuxième remarque, qui était votre question en réalité, moi je crois que les syndicats ont bien aussi compris qu'ils avaient eu la bataille de la communication à gagner. Et donc à partir de ce moment-là, les Français, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est qu'effectivement, on règle leurs problèmes, et quand ils ont le sentiment qu'on ne règle pas leurs problèmes, mais qu'au contraire, on est sur des batailles personnelles, politiques, etc., les syndicats l'ont bien compris, comme les partis politiques, ils ont bien compris que les Français n'entendent pas. Donc on revient... on voit les résultats de participation. On revient à l'essentiel, et effectivement, il peut y avoir des altercations violentes à l'Assemblée, et vous avez bien compris... Pour ne pas dire ridicule. Pour ne pas dire ridicule, et même ceux qui se rendent compte, une fois qu'on a fait le coup de manche à l'Assemblée, qu'on va être relayé dans la presse, parfois certains députés se posent la question de savoir est-ce que ça valait vraiment le coup, parce que ça amoindrit plutôt leur crédibilité qu'autre chose. Terminons, parce que tout ça est très lié, en fait. Il y a ce rapport, cette étude LinkedIn qui dévoile les priorités, les attentes des salariés pour 2023. Alors là, c'est très intéressant, parce qu'il y a un mouvement social très fort, un refus de cette réforme menée par le président de la République et la Première ministre, et on voit que 70% des actifs de la génération Z, les 18-24, envisagent de changer d'emploi au cours de l'année, contre seulement 34%. Et là, on se dit, si on essaie de relier tous les éléments, il y a à la fois une jeunesse qui veut de la sécurité, on voit les chiffres, et puis en même temps, on a une jeunesse comme ça qui dit je veux que ça bouge, je veux changer de boulot. Comment vous l'analysez? C'est compliqué à la fois pour les gouvernants, puis c'est compliqué, excusez-moi, pour Pierre Guillet et toutes ces équipes, toute association d'entrepreneurs qui se disent j'y comprends plus rien, cette jeunesse. Parlez-nous de la jeunesse, Alban. Bien sûr. Alors, cette étude, en lisant cette étude, on ne tombe pas de notre chaise, vraiment. Non, on n'a pas l'impression de découvrir. Mais d'ailleurs, c'est un classique. Elle fait écho à une étude de la Fondation Jean Jaurès, qui est sortie au début du mois, qui s'intitulait d'ailleurs « Je t'aime, moi non plus », avec les nouvelles ambivalences du travail, sur le fait d'ailleurs, le temps, en fait, la notion du temps, qui rentre en fait dans une valeur constitutive. Temps plus rétréci chez les jeunes. Exactement, la notion de temps libre. Zapper, slasher. Le mythe de l'homme pressé s'étiole, ce que Nicolas Sarkozy... Paul Morand. Absolument. Et ce que Nicolas Sarkozy disait, travailler plus pour gagner plus, en fait, ne résonne plus chez les jeunes. Clairement. Ils veulent leur temps libre. Mais Pierre Guillet, ça fait écho à votre réseau. Vous avez des réflexions quand vous êtes tous autour de la table au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous êtes traversés par cette problématique. Qu'est-ce que vous dites? Alors, nous déjà, on lance un baromètre là qui va sortir bientôt sur le moral de nos membres et sur deux sujets qu'on a lancés. La formation des dirigeants pour justement les préparer mieux à tous ces sujets-là, et sur le partage de la valeur. Pourquoi? Tout simplement parce que... C'est un peu un serpent de mer, ça, Pierre Guillet, le partage de la valeur. On l'entend. C'est dans vos gènes, c'est dans votre ADN. On veut s'en emparer. Pourquoi? Parce que je pense que tout ce que vous dites, en fait, moi je le résumerais par l'attractivité de l'entreprise pour tout le monde. Les jeunes en particulier, à leur temps libre, etc. En fait, nous on pense qu'il faut associer toutes les parties prenantes à la réflexion sur quel est le projet de l'entreprise. Et à partir du moment où on associe en fait les jeunes, les moins jeunes à ce projet, on va les embarquer et on va adapter. Concrètement, c'est quoi? Vous créez des comités, les salariés, j'irai au plus bas niveau de la structure, participent à des réflexions. Parce qu'il faut que ça soit concret. Une fois qu'on l'a dit, ça ressemble à quoi dans une entreprise, ça?
Ça ressemble à effectivement des réflexions où l'ensemble du personnel est associé sur ces sujets de réflexion sur quelle est la mission de l'entreprise, quelle est sa vision, quel est le projet porté. Donc on associe l'ensemble des collaborateurs et on va aussi vers des solutions de partage de la valeur où on va proposer d'associer les collaborateurs jusqu'au capital de l'entreprise. Donc il y a les mécanismes actuels d'intéressement, de participation qu'on pousse nous à déployer au sein de l'intra-entrepreneuriat aussi, de dire tu rentres chez moi mais tu peux peut-être monter ta boîte derrière. Ou plutôt l'entreprise ou une activité au sein de l'entreprise. Au sein. Ce qui est encore mieux. Et donc ça, effectivement, c'est des solutions pour pouvoir avoir une attractivité et pour répondre à des jeunes. Parce que les questions qui se posent sont légitimes, sauf qu'ils les mettent sur la place publique, alors qu'avant, ils les gardaient pour eux, ils en parlaient entre copains. C'est vrai. Maintenant, ils les mettent sur la place publique, et comme ils considèrent qu'il n'y a pas de discussion possible ou d'échange possible, eh bien, en fait, ils s'en vont. Jean-Claude Beaujour, ça fait exactement écho à ce que vous dites, Pierre Guillet. 49% de cette génération Z ne se sent plus en confiance pour exprimer un désaccord avec leur supérieur. Ils demandent plus de flexibilité et 55% pensent qu'ils ont la possibilité de changer l'entreprise. En un mot, et pour faire simple, ils disent de la liberté, de la flexibilité. Et au même moment, on a un mouvement social qui leur dit vous, de toute façon, vous allez travailler plus longtemps. Enfin, tout ça, dans le cerveau d'un jeune qui démarre sa carrière, ça n'a aucun sens. C'est pas un horizon que de dire à quelqu'un de travailler jusqu'à 65 ans. Vous êtes d'accord? On peut être pour ou contre la réforme, mais c'est pas un horizon de vie, ça. Ce n'est pas un horizon de vie. Je vais vous dire, il y a quelques années, nous avions organisé une rencontre, une réflexion comparée entre la mobilité vue côté français et vue côté américain. Et on s'est aperçu que les Français n'étaient pas moins mobiles, en particulier jeunes, que les jeunes Américains. En revanche, ce que demandent les jeunes, quels qu'ils soient, au fond, c'est dans quel sera mon cadre de vie. Par exemple, les régions, je parle de régions territoriales, ont réalisé que pour pouvoir attirer des jeunes couples, des jeunes familles, il fallait mettre du théâtre, mettre du cinéma, mettre l'Internet, mettre ci, mettre ça. Ça n'est pas une lubie. Il ne nous aura pas échappé que ce sont aussi les générations qui suivent, toutes celles qui s'est mobilisées pour le développement durable, pour l'engagement environnemental. Et développement durable, ça n'est pas que la planète, c'est l'être humain. C'est les cadres de demain, ces jeunes. Ils disent, nous ne voulons pas vivre comme nos parents. Moi, Et donnez-nous du sens, pour conclure. Absolument. Donc vous avez des jeunes qui peuvent, y compris ceux qui gagnent très bien leur vie, peuvent, en l'espace d'un après-midi, vous dire, je démissionne parce que de toutes les façons, je veux donner du sens à ma vie. Et je pars m'investir au Mexique ou dans un coin du monde parce que j'y trouve du sens. Ou même en France. Ou là, à côté. Ou même à côté. Mais l'idée, c'est de dire... Vous savez, l'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons, nous avons vécu des périodes de plans de licenciement, etc. Là où avant, nos parents disaient « j'ai fait toute ma carrière » et une entreprise était fière de dire qu'elle a eu un tel de 19 ans jusqu'à 60 ans, aujourd'hui ça ne l'est plus. On se sépare de vous parce qu'il y a des plans de redressement, des plans de mutation, de transformation, et de la même façon, ça crée aussi une infidélité, je dirais, c'est comme les couples. C'est ça. C'est la même chose. Les divorces n'ont jamais été aussi importants. On vit moins longtemps ensemble. On vit moins longtemps ensemble. Mais peut-être plus intensément. Et plus intensément. C'est ça. La question, c'est comment est-ce qu'on organise la vie commune lorsqu'on est pacsé, marié, ensemble, ce que vous voulez. C'est un thème de débat que vous lancez parce qu'il y a une similitude aussi dans l'explosion des couples et la manière dont on envisage sa durée de vie au travail ou dans sa vie privée cette fois-ci. C'est très intéressant. Pierre Guillet, merci d'être venu nous rendre visite. PDG des Ions, et vous êtes à la tête des entrepreneurs et dirigeants chrétiens avec ce baromètre qui va sortir. Merci à Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires, spécialiste des États-Unis, vous l'aurez compris. Et merci à Alban Saint-Joigny, consultant Backbone. Avec tous ces chiffres, vous portiez sous le bras l'opinion française, en quelque sorte. Merci de nous avoir éclairés. On termine avec le ressenti des salariés. Tiens, on va rester dans le même esprit, cette fois-ci avec l'étude Robert Half. Elle est connue, cette étude. Elle sert un peu comme ça de baromètre, elle aussi. Et on accueille Alban Prieto. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi. Ça va faire écho d'ailleurs au débat qu'on vient d'avoir avec mes invités sur cette génération Z, avec cette étude Robert Half. Alors elle date de quelques mois maintenant, mais elle est passionnante, elle dit plein de choses. Et on accueille Alban Prieto. Bonjour Alban, vous êtes directrice chez Robert Half. Oui. Avec l'étude, alors
commençons par le début. D'abord, elle dit quand même un peu tout ce qu'on nous raconte depuis des mois, c'est-à-dire des salariés qui observent, qui regardent le marché du travail, qui veulent bouger et qui, pour beaucoup, on verra les chiffres, se sentent sous-payés. C'est un marché très disrupté quand même, globalement. Oui, alors effectivement, cette étude, déjà, elle est menée auprès de 1000 candidats qui sont actifs sur le marché. Donc déjà, l'objectif de cette étude pour nous, c'est vraiment de comprendre ce que les gens attendent aujourd'hui lorsqu'ils sont sur le marché. Et les tendances que ça a pu déployer sont quand même très intéressantes à noter. Donc déjà, on voit qu'on a 1 Français sur 2 qui est en recherche active. Donc le marché est vraiment toujours en tension sur cet aspect-là. Et puis vous en avez 1 sur 3 qui aujourd'hui sont approchés, même lorsqu'ils ne sont pas en recherche active. Donc ça, c'était important de donner un peu de cadre. Donc des cabinets les appellent en disant... Absolument, des cabinets, des entreprises. Également. Et ça vous dirait pas de venir rejoindre notre entreprise ? C'est exactement ça. Donc ça vous donne un peu la tendance aujourd'hui et la compréhension de où est-ce qu'en sont nos candidats aujourd'hui lorsqu'ils sont actifs sur le marché de l'emploi. Alors Alban, il y a un autre sujet qui est très très lié, oui. Le ressenti des salariés à l'égard de leur salaire. 44% s'estiment sous-payés. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a eu le grand débat de l'inflation, les NAO. Au final, quand la poussière retombe, les NAO sont toutes ou presque terminées. Ouais. Il ressort que 1 sur 2, presque 1 sur 2, dit je suis un peu sous-payé. Alors, vous avez raison, le salaire, c'est toujours effectivement le sujet number one qui est sur la table aujourd'hui. Pour autant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir pourquoi les salariés restent dans leur entreprise ou pourquoi ils voudraient partir. Et effectivement, pour la partie rétention, et je m'adresse aux entreprises qui nous regardent aujourd'hui, ce qui est important dans l'étude et ce qui ressort, c'est que les candidats recherchent avant tout une dimension relationnelle pour rester dans leur entreprise. L'équilibre vie privée, vie professionnelle, l'ambiance de travail, la bienveillance et la relation au manager. En revanche, la partie salariale, effectivement, est le sujet numéro 1 lorsqu'on cherche à attirer des candidats qui viennent de l'externe. Mais il n'y a pas de changement dans la relation au manager parce qu'il y a le débat de la reconnaissance, de l'ambiance de travail, du bien-être au travail, pour le dire. On a le sentiment que ça ne bouge pas beaucoup là-dessus. Que les salariés ont l'impression que leurs managers restent toujours très verticaux, qu'il y a toujours finalement une difficulté dans le relationnel, puisque c'est un des éléments qui justifie leur envie de partir. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, Arnaud, là-dessus. En tout cas... C'est une question. Hein. Ouais, alors, pardon. Non, mais c'était... je me posais la question. Vous dites que ça évolue, vous ? Oui, je trouve que ça évolue. Et on le monitore et on arrive à le ressentir au travers, par exemple, du guide des salaires qu'on publie tous les ans, sur lequel vous voyez les grandes tendances et la teneur que les entreprises mettent sur la table aujourd'hui. Cette partie, je termine juste allez-y, Alban. Cette partie, effectivement, de la relation au manager et de la partie très descendante est vraiment prise en compte par les entreprises aujourd'hui. Donc, il y a des évolutions qui sont faites au sein de la culture d'entreprise, par exemple. Au risque de faire un tout petit débord, 43% des salariés, il faut le commenter rapidement, mais il dit quelque chose de très fort, souhaitent passer à la semaine des 4 jours. On est dans un débat où les entreprises disent, écoutez, c'est pas possible. On voit que les salariés, que la base dit, nous, on est prêts. Alors c'est vrai que c'est un sujet d'abord d'actualité puisqu'on voit nos voisins européens commencer à réfléchir fortement et légiférer sur le sujet. Dans notre étude, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près 22% des entreprises proposent déjà en France la semaine des 4 jours. Et vous avez, je crois, 35% des entreprises qui y réfléchissent. Donc je dirais que aujourd'hui, le constat, c'est que ça bouge. C'est intéressant d'y réfléchir. Après, c'est pas non plus prépondérant. C'est pas le curseur numéro 1. Mais c'est un des éléments nouveaux quand même. Mais c'est quand même effectivement quelque chose qui ressort aujourd'hui. L'étude Robert Half a consulté sur le site de Robert Half, évidemment, qui est un guide, qui est une forme de pensum qui permet de se situer. Merci Alban Prieto d'être venu nous rendre visite. On est un tout petit peu en retard, directrice de Robert Half. Merci à vous, évidemment. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Angèle à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Je vais très vite. Merci à Nicolas Juchat. Et merci aujourd'hui à Marie pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Bye bye.